L'information à votre portée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une des titres, enjeux et perspectives, c'est le thème de la session de formation lancée ce 21 novembre par la CENI à l'intention des hommes de médias, des acteurs de la société civile et des syndicats. Ils seront outillés sur l'usage de la biométrie dans le processus électoral en Guinée. Célébration ce vendredi de la Journée internationale de la télévision, une journée pour encourager entre autres les échanges mondiaux sur les programmes de télévision pour une culture de la paix. Enfin, le jeune international espoir Oumar Tourad Bangoura a regagné cet après-midi sa dernière demeure. Le jeune milieu de l'ASK est décédé suite à un arrêt cardiaque la semaine dernière en Tunisie où il était en préparation avec son club. Encore une fois, bienvenue à tous. Après une période d'hibernation due notamment à la présence du virus Ebola en Guinée, la CENI vient de reprendre ses activités. Après la formation de ses commissaires, l'instance électorale a procédé ce vendredi au lancement de la formation des hommes de médias, des acteurs de la société civile et des syndicats sur l'usage de la biométrie dans le processus électoral en Guinée. Enjeux et perspectives, Abakar Sidiki-Mané. Cette session de formation permettra de renforcer la confiance nécessaire entre les acteurs du processus électoral. La biométrie permet à une personne d'être identifiée en utilisant des caractéristiques comportementales ou physiologiques. Ces caractéristiques doivent être automatiquement reconnaissables et vérifiables. Deux principes fondamentaux, à savoir la sécurité et la facilité, constituent la biométrie. C'est de vous sensibiliser sur une question majeure. C'est la protection des données individuelles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu, encore j'insiste là-dessus, qu'en tant que partenaire, que nous, de plus en plus au niveau de la CENI, nous prenons conscience à la fois de la fragilité des données, mais de l'obligation de les sécuriser et de protéger les données. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons tenu à vous faire bénéficier justement de cette dynamique que nous avons impulsée pour que le dialogue aussi puisse s'instaurer valablement. Une donnée biométrique est une donnée publique et mieux ce système peut faire des erreurs, surtout avec le développement de l'électronique. Imaginez que pour nous, par exemple, sur un fichier électoral, s'il n'est pas sauvegardé, que nous publions, ces données peuvent se retrouver ailleurs, quelqu'un peut prendre. Il dira, ah, moi je vois ici, je me rends compte que M. Biro, c'est un activiste, c'est un responsable, il a tel profil et tout. Ils peuvent simplement reprendre les données de M. Biro, mettre simplement sa photo et agir en lieu et place dans n'importe quel autre pays. Avant qu'on se rende compte que ce n'est pas lui, il va de soi qu'il va passer de très mauvais moments. Des élections libres, fiables et transparentes ne peuvent se tenir sans un fichier électoral fiable, d'où l'usage de la biométrie. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier a procédé ce matin à la revue de son programme d'action 2014. Objectif, faire le bilan des activités menées au cours de l'année et éventuellement apporter des mesures correctionnelles pour l'année 2015. Kerme Falilou Diallo. Le PACCM se fixe comme objectif principal la contribution au renforcement des capacités et à l'amélioration des systèmes de gouvernance des institutions impliquées dans la gestion du secteur minier. Donc, pour le projet, il est question de faire le bilan du programme d'activité 2014. Un plan de travail qui a été adopté pour 2014. Certaines actions, effectivement, ont pu être enclenchées. D'autres ne l'ont pas été. Certaines sont à un niveau d'avancement relativement respectable. Il s'agit justement de faire l'analyse pour pouvoir déterminer quelles sont les raisons qui sont à la base de la non-exécution de certaines actions, en vue de prendre les mesures rectificatives et faire les recommandations appropriées pour que le projet puisse avancer plus efficacement dans l'atteinte de ses objectifs. Il est clair qu'avec la situation sanitaire du pays, il y a des conséquences. Et l'un des objectifs de cette réunion, c'est également de pouvoir mesurer l'impact que la situation sanitaire de notre pays a eu sur l'état d'avancement des activités qui avaient été prévues au plan d'action.
Selon le coordinateur du projet, les activités non réalisées cette année seront reconduites pour l'année prochaine. Cette réunion devait avoir lieu depuis le 30 juin. Mais vous comprenez qu'au ministère des Mines et de la Géologie, le secrétaire général était suspendu. On n'avait pas de secrétaire général. C'est lui qui fait office de président du comité de pilotage. Donc après la nomination d'un nouveau président, et ça allait de soi, il fallait vraiment qu'on tienne la réunion pour que chacun se mette au niveau de ce que le projet est en train de faire. Tout ce qui restera à faire, c'est de pouvoir les reconduire dans le PTBA 2015. Parce que maintenant, il nous reste quelques jours pour la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui quasiment le 21. Le 21 et plus le mois de décembre, il y a cela qui reste. Et regardez, compte tenu du fait que les autres experts à l'étranger ne vont pas venir tant que la situation épidémiologique n'est pas allégée. Donc ça devient dur et nous allons l'ajouter aux nouvelles activités qui sont en train d'être recensées. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier est financé à hauteur de 20 millions de dollars par la Banque mondiale et la participation guinéenne est estimée à 250 000 dollars pour le fonctionnement du comité sur 5 ans. Chaque 21 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale de la pêche et de ses travailleurs de la mer. En Guinée, cette journée a été l'occasion pour les acteurs de ce secteur de tenir une vidéoconférence au Centre national de surveillance et de protection des pêches. Il a été question d'échanger avec leurs confrères membres de la commission sous-régionale des pêches sur l'évolution de la surveillance de la pêche illicite. Lansana Traoré. La Guinée est placée depuis le 24 mars 2014 sur la liste noire de l'Union européenne des pays non conformes aux principes de pêche. Cette journée a été une occasion pour le Centre national de surveillance et de protection des pêches de revenir sur les dispositions prises par l'État guinéen pour lutter contre la pêche illicite. Les dispositions réglementaires ont été prises par des décrets relatifs notamment à l'instauration des régimes de surveillance par satellite et la surveillance aérienne. Un décret aussi portant sur les obligations des navires de s'équiper de dispositifs de repérage par satellite. Le second volet, c'est l'amélioration portant sur des mesures d'aménagement et de gestion des pêches. Ces mesures concernent notamment l'évaluation des ressources, les mesures d'aménagement, les mesures de gestion, les quotas de pêche, les zones de pêche, et les conditions d'accès à la ressource. Il est bien sûr envisagé dans le long terme un plan d'aménagement par pêcherie. Le troisième volet, c'est le renforcement des capacités en matière de surveillance. La Guinée est membre de la commission sous-régionale des pêches avec 7 autres États. Elle doit avoir fourni des efforts au cours de l'année et se félicite de ses résultats obtenus. Pour cette année, il y a eu 120 sorties, c'est-à-dire 120 missions au niveau des bases côtières. Il y a aussi le programme de surveillance hauturière. À ce niveau, cette année, on a fait 5 missions. Sur le programme de surveillance aérienne, il faut dire que c'est cette année qu'on a relancé ce programme. Mais c'est un programme qui est vraiment, disons, réussi parce que au cours du repos biologique, on a fait 4 missions de surveillance aérienne totalisant 14 heures avec des résultats probants. 7 navires ont été arraisonnés. En plus de ces résultats, le CNSP compte signer un accord de partenariat pour la surveillance des côtes avec les pays maritimes frontaliers de la Guinée afin de poursuivre les navires pirates. Depuis 1996, le 21 novembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la télévision, instituée par les Nations Unies. Elle vise à encourager les échanges mondiaux sur les programmes de télévision en vue de les orienter sur la culture de la paix, de la sécurité et du développement. Alors, comment se portent les TV guinéennes et quels sont les défis qui les attendent? C'est dans ce reportage d'Abdrahman Ba. La télévision,
premier moyen de communication et d'information de masse. L'avènement de ce bijou en Guinée remonte à 1976 grâce à un don de Muammar Kadhafi, à l'époque président libyen. De 2010 à ce jour, 5 autres chaînes privées ont vu le jour, dont Gangan TV, la toute première née des télévisions. Bientôt 5 années pour les chaînes privées et 38 années pour la télévision nationale. Selon certains cadres des médias, les programmes fournis semblent toujours incomplets. Quand le journal finit, dans la plupart des cas, c'est de la musique où on met des films. Il y a un manque d'émissions, les émissions qui existent, pas toutes les émissions, mais dans la plupart des cas, le contenu reste à désirer. C'est vrai que le programme de télévision nationale sont un peu au-dessous des attentes de la population. Chez nous, par exemple, il faut qu'on fasse des efforts. Je crois que la section des programmes est en train de faire des efforts. Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan TV, s'interroge aussi sur le contenu de certaines éditions. Quand vous regardez les journaux, c'est atelier, une petite formation organisée, on médiatise. Il faut savoir ce qui intéresse le public. La question de la ligne éditoriale vaut aussi tout son pesant d'or. À la télévision nationale, par exemple, certains observateurs voient en elle un média au service du régime en place. Un avis que ne partage pas Isidore Nanamou, rédacteur en chef adjoint à la télévision. Il parle plutôt d'exactitude et d'honnêteté qui engage le journaliste dans l'exercice de sa mission. Le journaliste, ce n'est pas seulement le sensationnel. Il faut œuvrer pour que nous donnions quand même à voir, à entendre, mais de la bonne façon. L'unité nationale, la paix, la cohésion sociale, ça doit être aussi notre mission. Aujourd'hui, la priorité, poursuit-il, demeure la préparation de la relève dans le métier. La relève sera difficile à assumer parce que la formation n'y est pas. Alors il faut que l'État guinéen investisse dans la formation des agents au service de la nation. Et je crois que c'est le défi que nous devons relever. C'est former pour mieux satisfaire nos téléspectateurs. Servis au bout de toutes ces années, les téléspectateurs réclament toujours la même chose, un programme riche et un travail professionnel. C'est le professionnalisme dans le métier. La télévision est l'image d'un pays. Si tu vois les émissions diffusées, ne visent pas ici, tu vois, on a la promotion de la paix, et là, cela peut intoxiquer. L'image guinéenne. L'immensité de la tâche à combler pour favoriser le développement du paysage médiatique guinéen interpelle tous les principaux intéressés au gouvernement d'octroyer les licences et aux responsables des médias de pallier aux carences à travers la formation. Autre journée célébrée ce vendredi, c'est celle des jeux vidéo lancée en 2010 sur l'initiative de l'association Loisirs Numériques. Cette journée a pour but essentiel la promotion de l'image des jeux vidéo par la sensibilisation des parents, une pratique qui prend de l'ampleur à Conakry. Mariam Sall, Idatou Diallo. Si au début des années 2000, les jeux vidéo étaient réservés aux enfants de riches, ces dernières années, avec la floraison des salles de jeux, nombreux sont les enfants qui passent des heures derrière les petits écrans. Je viens pour jouer. Play. Ballon. Les salles de jeux vidéo sont pour la plupart assez occupées durant la journée. Une abondance des clients qui réjouit les gestionnaires, malgré certaines difficultés qui sont souvent de mise. J'ouvre le matin, je balaye avant les gens rentrent d'abord. Ça marche bien quand même. Il y a beaucoup de pluie. Les petits fatigués, les petits qui vont faire tomber les mallettes. Ils sont nombreux les genres de jeux vidéo dont le tout premier a été créé par un étudiant américain en 1960. Il y a God of War, il y a Ballon, il y a Sandrias, il y a Vélo, il y a Need for Speed, il y a Tekken encore. Ces jeux vidéo comportent pourtant des inconvénients sur les enfants qui les pratiquent. Ce sont entre autres la perte de temps, le vol et l'aggravation de certaines maladies telles que l'épilepsie. Autre registre de l'actualité dans la lutte contre le virus Ebola, la Banque mondiale passe à la vitesse supérieure, ayant déjà accordé un montant de 31 millions de dollars à la Guinée en septembre dernier.
Cette institution a encore signé ce vendredi un accord de 72 millions de dollars. Ce montant est destiné au projet d'intervention d'urgence à la riposte contre le virus Ebola. Sarah Camara. Face à la persistance de la maladie à virus Ebola, la Banque mondiale et les autres partenaires aux côtés de la Guinée sont décidés à continuer la bataille jusqu'à la victoire finale. Ce projet d'un financement de 72 millions de dollars est un don à la Guinée. Il a été approuvé le 18 novembre dernier par le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods. Il s'agit d'accompagner le gouvernement dans ses efforts d'éradication du virus Ebola. L'objectif de ce financement additionnel est de contribuer donc à court terme au contrôle de la propagation de l'épidémie, de veiller à la disponibilité des services de santé essentiels retenus et d'atténuer l'impact socio-économique du virus en Guinée. Les ressources déjà octroyées à la Guinée par la Banque mondiale ont servi à poser des actes forts selon le ministre Mohamed Diarry, notamment l'indemnisation des familles du personnel décédé, l'acquisition de moyens logistiques et d'équipements de protection pour le personnel de santé. Pour une maîtrise rapide de l'épidémie, cet autre don devrait renforcer les stratégies de lutte en vigueur. Avec l'accord du gouvernement, il a été convenu de repartir le montant mobilisé avec un certain nombre d'institutions, notamment l'OMS, l'UNICEF, le PAM, l'UNOPS et la coordination nationale. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour demander aux institutions signataires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution rapide et transparente des actions programmées, car tout retard donne du terrain à la maladie. Dans la lutte contre le virus Ebola, les partenaires sont en train de jouer leur rôle. En un temps record, la Banque mondiale a octroyé plus de 103 millions de dollars à la Guinée. Au-delà des efforts du gouvernement et des bailleurs de fonds, les populations à leur tour devraient prendre des mesures drastiques pour enfin éradiquer ce virus. Découverte d'un corps dans le quartier équipé, il s'agit de celui d'une jeune fille. Vu le sang qui coulait de ses organes, les habitants ont craint qu'il ne s'agisse d'un cas suspect de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il était 5 heures du matin ce vendredi 21 novembre 2014 lorsque les fidèles musulmans qui revenaient de la mosquée ont découvert ce corps sans vie au quartier Kipé. Selon les habitants du quartier, le corps de cette jeune fille sans pièce d'identité était recouvert de sang. Le chef de secteur revient sur les circonstances de la découverte du corps. À 5 heures exactement, on était dans la mosquée. J'ai été alerté par les citoyens qu'il y a une femme qui est couchée derrière la mosquée. On est venu, on a constaté qu'elle saignait. Elle saignait un peu par le nez et par les oreilles. Et comme étant un peu éducateur, connaissant les symptômes de la maladie Ebola, nous avons alerté la Croix-Rouge, le 115. On a appelé le 115 plusieurs fois, ils n'ont pas pris. C'est après ils ont pris, ils disent bon, ils vont remonter les informations. Mais on ne sait pas à quel niveau. Alpha Cheikh Souma lance un appel à l'endroit des autorités et de la Croix-Rouge. J'invite l'autorité de venir pulvériser le coin pour la sécurité de mes citoyens. Ensuite, lancer un appel à la Croix-Rouge d'être vraiment à nos côtés en cas de danger, parce qu'il faut chaque fois les appeler, fatigués sans venir, c'est pas bon. Jusqu'ici, il est exactement, je ne sais pas, 10 heures et quelques, jusqu'ici la Croix-Rouge n'est pas encore là. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucun autre représentant des autorités n'était sur place. À espérer que cette jeune dame ne soit pas morte d'Ebola. Direction l'intérieur du pays pour parler du tronçon Djikédou-Konimbadou qui est dans un état de dégradation avancé, un tronçon où les usagers sont obligés de faire des heures, voire des jours avant d'arriver à destination Aguiratuba, Guilmara. Des nids de poules béants tapissés debout, une piste chaoteuse à souhait, voilà le visage de la nationale Guéguédo-Kombadou. Une distance de 35 km que les véhicules doivent parcourir pendant 2 à 3 heures, vu l'état de dégradation avancé de cette route. Ça fait 2 mois ou 3 mois comme ça, là, on souffre par là. Mais aujourd'hui, on est venu trouver, nos frères ont travaillé ici pour qu'on nous aide, on n'a qu'à passer ici. Mais toujours, ça ne va pas. Nous venons de Massanta, nous allons à Conakry.
Donc, depuis au début de la saison pluie, on a commencé à souffrir, il y a les boues qu'on ne peut même pas les dépasser. Et la route est tellement mauvaise. Quand on quitte à Massanta, avant de rentrer à Kisidu, il faut que 16h ou bien 17h. Des jeunes des villages environnants ont défriché une partie de la brousse afin d'aider les chauffeurs à contourner la plus mauvaise partie de cette voie. Vous voyez qu'on a réparé cette route-là, ce n'est pas pour ne rien. Parce qu'on voit que notre route n'est pas bonne. Pour ne pas que nos gens souffrent, c'est pourquoi qu'on a arrangé des déviations là. Et n'importe quel véhicule qui veut passer ici, on le demande, on donne le prix de la cigarette. Parce qu'on a souffert ici. Et on ne veut pas que les autres aussi souffrent. Mais cette action salvatrice n'est pas gratuite. Et souvent, de chaudes discussions éclatent entre chauffeurs et riverains autour des frais de passage. On discutait seulement, je passais, ils ont arrêté en haut là-bas, on me signale d'arrêter, d'avoir quelque chose de les donner, parce qu'ils ont travaillé pour nous aider pour qu'on passe. Ça dépend, 10 000, 20 000, 15 000, 5 000, ça dépend de ta parole. Les chauffeurs qui ne comprennent pas, là si on leur dit d'arranger, s'ils ne donnent pas, on les fait retourner, ou bien on presse leur kiné, parce qu'on a le droit de faire ça. Autre problème, l'étroitesse de la piste défrichée ne permet pas aux véhicules de circuler dans les deux sens, ce qui crée un bouchon monstre, obligeant ainsi certains à stationner toute une journée. Un jeune commerçant coincé là depuis une semaine avec ses colis exhorte les autorités à mettre un terme à ce calvaire. Depuis une semaine, les remorques sont garées ici. L'État n'a qu'à nous aider pour nous sauver, même si le chargement des cailloux comme ça là dans le bush, on peut passer. On a voté pour qu'on puisse gagner la route. Et s'il n'y a pas de route encore, comment est-ce qu'on peut voter? Les usagers se demandent ce qu'attend l'entreprise chargée de la construction de cette route pour démarrer les travaux. Des travaux qui, selon des sources, avaient été lancés par le chef de l'État cette année à Kisidougou. Page noire dans cette édition, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, Mohamed François Falcon, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Il est décédé suite à un arrêt cardiaque mardi dernier. Le défunt laisse derrière lui 2 enfants. Bendu Kamara. Ils sont venus massivement pour rendre un dernier hommage au musée national de Sandervalia où était exposée la dépouille de Mohamed François Falcon, désormais ancien secrétaire exécutif de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Membres du gouvernement, parents, amis et collaborateurs ont chacun témoigné du service rendu à la nation par l'homme. Pour la famille du défunt, il représentait tout pour elle. Il était tout pour moi. C'est mon frère. C'est tout ce que j'ai à dire. Quant à sa secrétaire particulière, il était plus qu'un chef. Pour elle, il a consacré toute sa vie au service de la nation. Il a été un père pour moi. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Depuis que je suis près de lui, je peux vous dire que même moi qui suis sa secrétaire, je suis mieux logé que lui. Quand je lui demande de se mettre dans un endroit très chic, il me dit non, parce que je vais pas. Je vais servir ma nation. Par contre, ses collaborateurs estiment que Falcon était une personne exemplaire pour le pays dont la disparition est une perte prématurée. La Guinée vient de perdre un de ses fils qui travaille beaucoup pour les autres. Et c'est dommage, mais c'est la destinée, c'est la vie, c'est comme ça. Notre tour viendra, aujourd'hui c'est lui. Mais il nous laisse quand même ses enseignements, ses idées, et nous garderons longtemps tout ce qu'il a pu nous apporter. C'est une triste nouvelle qui a foudroyé plus d'un, puisque personne ne pouvait imaginer le départ si prématuré. Falcon soit un modèle pour cette génération, dans l'esprit du travail bien fait, dans le sérieux et dans le sens élevé des responsabilités au service du peuple de Guinée. Après le musée national, le cortège funèbre s'est rendu à la grande mosquée Faïsal de Conakry avant de rejoindre sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun à 14h. Il est parti en laissant derrière lui 2 enfants, Aminata et Youssouf Falcon.
Le jeune footballeur de l'ASK Oumar Tourade Bangoura a aussi rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Parents, amis et collaborateurs étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Pour un rappel, Oumar Tourade Bangoura, âgé de 20 ans, est décédé vendredi dernier en Tunisie où il était en préparation avec son club Fodé Camara. Ils étaient nombreux, très nombreux, parents, amis, sympathisants et sportifs venus rendre un dernier hommage à Oumar Tourade Bangoura, joueur de l'association sportive de Kalomba, champion de Guinée, décédé vendredi dernier à Tunis après y avoir passé un mois de préparation avec son club. À cause de son talent de grand joueur, Oumar Tourade Bangoura quitte le monde des vivants au moment juste où il était dans le viseur de plusieurs techniciens. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a donné ce petit-là et qu'il a repris. Il faut que le nom de Dieu soit loué. Et il faudrait qu'on soit très religieux pour accepter des décisions divines comme ça. C'était un élément sur qui Michel s'appuyait chaque fois que le besoin se faisait sentir pour le Sili national. Et donc, il nous quitte au moment où on pouvait vraiment encore avoir besoin de ses services. Oumar Tourade, je l'ai connu depuis 2010 quand Satit a été relégué en Ligue 2. On a fait une compilation entre son club informel, le SOR et Satit. On a formé un groupe. Et là, depuis lors, Oumar Tourade évoluait dans Satit depuis jusqu'en 2013, là où il a quitté pour l'AS Kaloum. C'est un jeune que j'ai un peu suivi durant le championnat guinéen, partout de Satellite jusqu'à l'ASK. Vraiment, c'est regrettable même, puisque voir un jeune qui explose comme ça et à l'âge comme ça, là, on le perd, c'est vraiment regrettable. Un joueur, un athlète que j'ai côtoyé au stade du 28 septembre, très respectable. D'ailleurs, il nous appelait tous nous anciens papas. Il ne disait même pas entraîneur papa. Je l'ai vu jouer au ballon et sur le plan technique, tactique, vraiment c'est un enfant qui avait l'avenir devant lui. Né en 1994 à Conakry, Oumar Tourade Bangoura quitte les siens en laissant derrière un enfant et sa mère malade, victime d'une hypertension artérielle. Oumar Tourade Bangoura repose en paix. Que la terre de la Guinée que tu as aimée et défendue te soit légère. Coup dur pour le peuple guinéen en interactualité. Saviez-vous qu'aux États-Unis, 11 millions de personnes vivent quotidiennement sous la menace d'une expulsion? Eh bien, au printemps prochain, plus de la moitié seront reconnus de manière solennelle. Le président américain Barack Obama a présenté son plan sur l'immigration jeudi soir. Suivez. Cette fois, Barack Obama a décidé de trancher. Face à l'inaction du Congrès depuis plusieurs années, il a décidé jeudi soir d'une importante mesure de régularisation des travailleurs clandestins aux États-Unis. Et cela par décret présidentiel. Concrètement, 5 millions de clandestins sur un total estimé à 11 millions dans le pays pourront demander un permis de travail de 3 ans. Si vous avez résidé en Amérique pendant plus de 5 ans, si vous avez des enfants qui sont citoyens américains ou résidents légaux, si vous vous enregistrez et que vous avez un casier judiciaire vierge, et enfin que vous acceptiez de payer vos impôts, vous pourrez rester temporairement dans ce pays et sans crainte d'être expulsé. Comme c'était prévisible, ses adversaires républicains qui contrôlent les 2 chambres du Congrès sont furieux et promettent de contester ces décisions en justice. Ce n'est pas comme ça que fonctionne notre démocratie. Le président a dit il y a quelque temps qu'il n'est pas un roi ni un empereur, mais assurément, il agit comme tel. Avec cette réforme, qui s'accompagne aussi de renforcement des contrôles aux frontières, Barack Obama met en difficulté les républicains qui risquent de s'aliéner le vote des hispaniques. Lui marque des points pour son camp. Dès jeudi soir, quelques dizaines de manifestants sont venus à la Maison-Blanche exprimer leur soutien au président et à ses décisions. Conférence de presse ce vendredi au siège de l'Académie olympique et sportif guinéen organisée par le Comité national olympique en collaboration avec le ministère de la Culture et du patrimoine historique. Cette conférence se situe dans le cadre des préparatifs de la cérémonie de remise du trophée Art et Sport décerné aux ballets africains de Guinée par le Comité international olympique. Compte rendu signé Camara Fodé. Après le trophée Femmes et Sport décerné à Hadja Diané-Saran Camara en 2013, c'est le tour des ballets africains de Guinée de recevoir cette distinction de la part du Comité international olympique. CIO a des dérivations, a des déclinaisons. L'art comme peinture, l'art comme architecture, l'art comme dessin
l'art comme textile, et le choix est tombé sur les ballets africains. Les ballets africains ont été les ambassadeurs de la République de Guinée. Je peux dire les ambassadeurs de l'Afrique. Aux Nations Unies, ils ont été la première troupe de couleur à être sur cette tribune et représenter valablement la République de Guinée, pour ne pas dire toute l'Afrique. Membre de la commission d'organisation de la cérémonie de remise du trophée Art et Sport prévu le 20 décembre prochain, Jean-Baptiste Williams, directeur national des arts, rappelle le parcours combien élogieux des ballets africains de Guinée. La plus célèbre des troupes artistiques africaines a été formée en 1948 à Paris par le chorégraphe et poète Keïta Fodeba, guinéen, le chanteur camerounais Albert Mouangé et le guitariste guinéen Kanté Fasseli, sous l'appellation le théâtre africain de Keïta Fodeba. En 1952, cet ensemble prend le nom de les ballets africains de Keïta Fodeba. À la veille, parlons des indépendances, les ballets africains se sont identifiés dès le début de leur carrière comme les porte-paroles de l'art et de la culture africaine à travers le monde. Bagataï et Forêt Sacrée en 68, Sundiata, Mali Sadio en 72, en 74, l'orpheline, Ouattara en 76, la cloche du Yamana en 88, Kilo en 93, l'héritage en 96, Évolution en 98, Mémoire du Mandingue en 2006, Tamtamba qui est en chantier et qui est en route en ce moment. Donc nous donnerons un extrait le jour de la remise officielle du trophée. Cette distinction honorifique décernée aux ballets africains de Guinée, considérés comme les ambassadeurs de la culture guinéenne, prouve encore une fois que le sport et la culture font bon ménage. Comme disait l'autre, le sport est une partie intégrante de la culture est aussi une partie intégrante du sport. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.